pas un problème, mais qu'elle est une énigme. Donc mon premier point, on peut commencer par là, consisterait à distinguer question et énigme. La mort est une énigme plus qu'une question philosophique. La question s'abolit dans la réponse, le problème s'abolit dans la solution, l'énigme demeure, perdure toujours, et elle nous pose moins l'énigme, je pense, un problème théorique, comme je le disais tout à l'heure, qu'un problème moral. Pour distinguer, hein, juste quand même, la question de l'énigme. Si je vous demande si Dieu existe, je vous pose une question. Si vous me répondez oui, Dieu existe, par exemple, vous apportez une réponse, mais vous ne répondez pas à l'énigme du fait même de l'existence de Dieu. C'est exactement ça. Au fond, l'existence de Dieu est en elle-même une énigme, même si c'est une réponse à la question que je vous pose. C'est très clair. C'est-à-dire que la réponse n'abolit jamais la pertinence en fait de la question ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire toute réponse. Raison pour laquelle on a toujours raison de s'étonner d'ailleurs. C'est ça. Vous avez tout à fait raison. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le souffle qui anime la philosophie ne peut pas s'éteindre. Si la philosophie s'occupe ultimement des énigmes, ça veut dire que ce souffle ne peut pas s'éteindre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'énigme, elle nous pose une question de morale et pas une question directement spéculative. L'énigme, on l'endure, on affronte la sphinge, quoi, ou on l'élucide ou on l'élude, on l'évite ou on l'affronte. Alors que signifie élucider l'énigme de la mort? C'est ce que j'essaierai de développer dans la troisième partie. Eh bien, pas empiler des traités sur l'apoptose ou des considérations théoriques abstraites, mais peut-être faire des expériences d'une autre nature, l'expérience du chef-d'œuvre, de l'œuvre d'art. Peut-être que penser la mort, ça ne devient possible qu'au contact du chef-d'œuvre artistique. Je ferai un développement là-dessus, si vous voulez. J'avais des références picturales en tête. Je pensais aux ambassadeurs de Hans Holbein le Jeune ou au Berger d'Arcadie, évidemment, de Nicolas Poussin. Ce sont des méditations sur la mort. Ce sont des méditations sur la mort, des méditations très profondes et qui nous donnent à penser cette chose pas impensable, mais toujours insuffisamment pensée, en fait. C'est ça la troisième partie. Cette chose non pas impensable, mais toujours insuffisamment pensée qu'est la mort. Ce sont les vecteurs, je pense, de la méditation. L'œuvre d'art, la prière, bien sûr, la liturgie. Je pense que c'est dans ce type d'expérience que la pensée est peut-être susceptible de s'approprier le phénomène de la mort, non pas pour en faire un objet que l'on manipule à loisir, mais pour finalement... Ça, c'est un paradoxe, c'est une appropriation qui est paradoxale pour finalement y consentir. Parce que l'enjeu est là. Alors, il s'agit de voir ici à quel point ce que vous dites n'est pas abstrait. Les ambassadeurs d'Holbein, oui. C'est un tableau où il y a ce qu'on appelle une anamorphose. Oui, c'est ça. Que si on se met dans un certain angle, deux ambassadeurs en costume d'apparat, ils sont ridicules, enfin ils ont tous les atours de la grandeur. Puis si on se met sous un certain angle, on voit que l'espèce de trace qu'il y a à leurs pieds est en fait un crâne. Et ce crâne se dirige vers eux, au fond, prend la direction des ambassadeurs, comme si c'était la mort elle-même qui dictait toutes les allures, tous les apparats du pouvoir, de la représentation, comme si au fond toutes les pourpres et les hermines qu'on se pose sur les épaules n'étaient là que comme des paravents pour dissimuler l'imminence ou l'éminence de la mort. Mais ce qui est génial, c'est que c'est au premier plan et que c'est précisément ce qu'on ne voit pas. Ce que ne voit pas et ce que le spectateur ne voit pas s'il n'est pas averti. Ce qu'on n'a pas vu d'ailleurs pendant pas mal de temps, après que Holbein a peint cette toile. Donc oui, ce tableau constitue en soi une méditation sur la mort qui est remarquable, parce qu'il nous dit c'est toujours ce qu'on a devant nous mais qu'on ne peut pas voir. C'est ce qui oblige à un effort de décentrement pour pouvoir être ressaisi. C'est ce qui frappe de nullité, de vanité, de vacuité tous les ors de la terre, toutes les formes de pouvoir, le pouvoir temporel, le pouvoir spirituel, etc. Tout ça est traversé par un spectre, un fantôme, qui met tout le monde d'accord d'une certaine façon. Donc quand je dis l'œuvre d'art nous permet de méditer la mort et de la penser authentiquement, je veux dire qu'elle nous permet d'intérioriser l'énigme. Donc, non pas croire qu'on va s'en rendre maître, mais la faire de plus en plus intimement sienne. C'est le lieu commun qui voudrait que si nous n'étions pas mortels, nous n'aurions pas de génie. Oui. Ça encore. Enfin, il y a encore autre chose là dans ce que vous dites. Il faut peut-être, comme il faut conclure, de toute façon, laissons cette piste ouverte à ce moment-là. D'accord, si vous voulez. Moi, la dernière chose que j'aimerais dire, puisque s'il faut conclure, c'est que, en dernier recours, la pensée ne peut pas être qu'une force d'objectivation, n'est pas
Elle n'est pas non plus qu'une force d'universalisation de l'expérience. Elle n'est pas non plus qu'une puissance de détermination conceptuelle. La pensée s'accomplit lorsqu'elle est capable de réconcilier ce que l'on croit et ce que l'on sait. Et vous aviez évoqué cette question au commencement de l'entretien. Et je crois que c'est très important. Je pense que penser la mort, comment dire ça? Il y a des choses qu'on sait et auxquelles on n'arrive pas à croire. Et la mort fait partie de ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a beau en avoir la certitude, tous les hommes sont mortels, je suis un homme, donc je vais mourir. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est capable de l'accepter.